Under arrest for the murder of your mother. Do you know that I was kidnapped? Do you know that? I know that's what you're saying. Bonjour, moi c'est Aurélie et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire vraie, une histoire tragique. Imaginez, une mère aimante, une fille brillante, un petit ami au passé trouble et au milieu de tout ça, une trahison impensable. C'est une affaire de manipulation, de mensonges, d'amour toxique et surtout une descente aux enfers familiales qu'aucun film ne pourrait inventer. Voici l'affaire Rachel Mullenix. Le 13 septembre 2006, un pêcheur fait une découverte macabre dans le port de Newport Beach, en Californie. Le corps d'une femme, enveloppé dans une couverture et lesté avec une ancre, flotte à la surface de l'eau. En l'examinant de plus près, les enquêteurs découvrent l'horreur. La victime a été poignardée à plusieurs reprises, 50. 2 armes blanches ont été utilisées, et l'une d'entre elles, un couteau à beurre, est encore plantée dans son œil droit. Autour de la scène de crime, un couteau pliable ensanglanté est retrouvé, ainsi qu'un carton de téléviseur, lui aussi taché de sang. À ce stade, personne ne sait qui est cette femme, mais l'acharnement dont elle a été victime ne laisse aucun doute, ce meurtre est personnel. L'autopsie confirme la violence, 52 coups de couteau, dont un planté dans l'œil droit. Grâce aux implants mammaires de la victime, les autorités établissent enfin son identité. Barbara Mullenix, 56 ans, résidant à Huntington Beach, à quelques minutes seulement du port. Les enquêteurs font alors un lien crucial. Le carton de la télévision retrouvé sur les lieux du crime provient d'un achat effectué par Bruce Mullenix, l'ex-mari de Barbara. Quand la police tente de joindre Bruce et leur fille Rachel, c'est le silence. Inquiets, les agents se rendent à leur domicile. La maison semble vide, tout est fermé. À l'intérieur, rien d'alarmant au premier regard, jusqu'à ce qu'ils montent à l'étage. Dans la chambre de Barbara, des éclaboussures de sang sur les murs, une éponge encore humide avec des traces de sang, des draps et un matelas manquant, et dans la salle de bain, d'autres traces suspectes. Dans la cuisine, le tiroir où était rangé le couteau du meurtre est découvert. Et dans le salon, ils retrouvent la télé, celle du carton ensanglanté vu plus tôt. Mais toujours aucune trace de Rachel. Les enquêteurs craignent le pire. Aurait-elle été victime aussi ? Alors qu'un enquêteur tente à nouveau de les joindre, un homme s'approche, lui tapote l'épaule et lui demande ce qu'il se passe. C'est Bruce Mullenix. Il rentre d'un déplacement professionnel. Il était à 4 heures de route de son domicile. Quand on lui annonce qu'une enquête pour meurtre est en cours, il demande s'il s'agit de Barbara ou de Rachel. Et quand il apprend que la victime est Barbara, son ex-femme, sa réaction est froide, distante, il n'a aucune émotion. Il explique qu'ils étaient divorcés mais continuaient de vivre sous le même toit, chacun dans sa chambre, une situation inhabituelle qui intrigue immédiatement les policiers. Concernant sa fille, Bruce déclare qu'il n'a pas eu de nouvelles d'elle non plus depuis 2 jours au moins. Elle ne répond plus à ses appels ni à ses messages. Pendant ce temps, les voisins sont interrogés. L'un d'eux se souvient de disputes violentes entre Barbara et Rachel. Pire encore, il affirme avoir vu 2 personnes traîner ce qu'il ressemblait à un grand objet avant de le charger dans une voiture immatriculée en Floride. Au poste, Bruce explique qu'il ne s'entendait plus avec son ex-femme. Mais son alibi est solide, son déplacement professionnel est confirmé. Il est donc rapidement écarté de tout soupçon. Les enquêteurs recentrent leur attention sur une autre priorité, retrouver Rachel. Elle est la dernière à avoir vu Barbara vivante. Est-elle en danger elle aussi, une victime ou autre chose? Rachel Scarlett Mullenix est née en 1989 à Oklahoma City. Elle est la fille unique de Barbara et de Bruce. Elle grandit avec son demi-frère Alex, le fils que Barbara a eu d'une précédente union. Mais son enfance est marquée par des disputes incessantes liées notamment à l'alcoolisme de sa mère. Le couple divorce en 2002 lorsque Rachel a 13 ans. Elle doit faire le choix de vivre avec sa mère en Floride ou avec son père en Californie. Elle choisira de vivre avec sa mère, une décision qu'elle regrettera vite. Barbara, instable et absente, ne s'occupe pas de sa fille. En 2005, Rachel demande à retourner chez son père. Il accepte et contre toute attente, héberge aussi Barbara dans sa maison de Huntington Beach. En mai 2006, Rachel, 17 ans, tombe amoureuse de Ian Allen, 21 ans. Lorsqu'il rencontre ses parents, il semble parfait. Poli, d'une famille stable, travailleur,
tellement parfait que Bruce et Barbara écrivent même un accord autorisant la relation avec leur fille mineure pour éviter tout problème légal. Mais derrière cette façade, les tensions montent. Un simple couvre-feu à 1h du matin devient une source de conflit. Et lorsque Rachel le brise fin août 2008, Barbara débarque furieuse chez Yann, humiliant sa fille. Dès ce jour, elle interdit à Rachel de le revoir. Une fois les enquêteurs mis au courant des faits, ils se rendent alors chez les parents de Yann. Ils affirment avoir vu le couple récemment, mais n'ont plus de nouvelles. Une perquisition de la chambre d'Yann permet de récupérer un ordinateur portable. À l'intérieur, un itinéraire précis. Direction la Floride. Les téléphones sont mis sur écoute, rapidement un signal est capté. Rachel et Yann sont localisés dans une station-service Chevron en Louisiane. Le 15 septembre 2006, le couple est arrêté sur une autoroute de Louisiane. Rachel affirme immédiatement avoir été kidnappée. Elle est envoyée à l'hôpital, Yann, lui, est conduit au poste. À l'hôpital, Rachel continue de jouer la victime. Elle dit avoir eu peur, avoir été forcée de suivre Yann. Mais les caméras de surveillance de la station-service racontent une autre histoire. On les voit ensemble, détendus, faire des courses. Rachel sourit, rien n'indique qu'elle est retenue contre son gré. Au poste, Yann finit lui par craquer. Il demande à voir un enquêteur, il a des choses à dire et il a des remords. Il raconte tout, les menaces de Barbara, les disputes, l'interdiction de se voir et la peur de perdre Rachel. Alors selon lui, ils ont pris une décision horrible et irrationnelle, tuer Barbara. Dans la nuit du meurtre, Yann arrive vers 1h du matin chez les Mullenix. Il prend les couteaux dans la cuisine, hésite longuement, puis monte. Barbara ouvre la porte de sa chambre. La confrontation éclate, Yann la poignarde 52 fois. Pourquoi un couteau planté dans l'œil? Il pensait qu'elle mourrait sur le coup, mais elle a résisté, la pauvre femme. Mais les enquêteurs ne croient pas à un acte isolé. 3 armes différentes ont été utilisées. Ils pensent que Rachel a participé. Peut-être a-t-elle tenu sa mère pendant qu'Yann frappait, peut-être ont-ils poignardé ensemble. Yann affirme ensuite avoir brûlé certaines preuves à l'extérieur. Rachel, elle, aurait nettoyé les traces de sang, rangé les objets compromettants, aidé à charger le matelas et les sacs poubelles remplis d'affaires de Barbara dans le camion. Ils amènent le corps à Newport Beach et le jettent à l'eau. Et à peine quelques heures plus tard, Rachel envoie un message à Yann. « Je t'aime, est-ce que je vais te voir bientôt? Es-tu en difficulté? Puis-je t'appeler ?» Le couple infernal est accusé de meurtre au premier degré. En Californie, cela signifie 25 ans de prison minimum, ou la perpétuité. 2 ans après le crime, en juin 2008, le procès de Rachel s'ouvre enfin. Dès les premières minutes, elle maintient sa version. Elle aurait été enlevée, manipulée, contrainte. À la barre, son père témoigne des menaces et de l'instabilité de son ex-femme Barbara, surtout lorsqu'elle buvait. Quand elle était ivre, elle disait des choses terribles, qu'elle allait la ridiculiser en classe, appeler ses amis, lui faire honte, elle devenait une autre personne. Bruce parle aussi d'une menace spécifique. Barbara aurait menacé de dénoncer Yann Allen, le petit ami majeur de Rachel, pour avoir eu des relations avec une mineure. Mais pour la procureure Sonia Balest, c'est clair, ce meurtre a été planifié. Rachel n'a pas supporté que sa mère lui interdise de voir Yann après un énième couvre-feu brisé. Elle l'a manipulé et ensemble, ils ont tué Barbara de manière sauvage. Son avocat, David Cohn, tente d'amener le jury à douter. Est-ce que Barbara a été physiquement violente? Y a-t-il eu des coups, des poussées, des gestes dangereux? Bruce admet que oui, mais que ce n'était jamais extrême. Il précise que malgré leur conflit, Rachel et sa mère s'aimaient vraiment. C'était l'alcool qui transformait Barbara en menace. La défense évoque aussi un épisode survenu des années plus tôt, en 2002, dans l'Oklahoma. Ce soir-là, Rachel, alors adolescente, se réfugie chez sa meilleure amie, Sarah. Elle a une morsure dans le dos. Elle affirme que c'est sa mère qui lui a infligé ça. Sarah appelle la police malgré les protestations de Rachel. Mais Barbara débarque furieuse, tambourinant à la porte. Elle est arrêtée sur place, mais les poursuites seront abandonnées. Rachel, peut-être par peur, nie toute violence. Sur le banc des accusés, Rachel clame son innocence dans le meurtre. Elle affirme qu'elle a vu Yann tuer sa mère.
qu'elle était sous le choc, terrifiée, et qu'elle l'a aidé à nettoyer par peur de ce qu'il pourrait lui faire. Mais pour les procureurs, c'est un jeu de dupes. Ils rappellent les textos envoyés après le meurtre. Pour l'accusation, Rachel n'était pas une victime, elle était le cerveau. Alors comment les jurés vont-ils trancher ? La justice va-t-elle croire à la manipulation d'un petit ami obsessionnel ou à une vengeance froide orchestrée par une adolescente prête à tout pour garder son amour ? Lors du contre-interrogatoire explosif, la procureure Sonia Balest pousse Rachel dans ses retranchements. Elle l'accuse ouvertement de manipulation. Et pour le prouver, elle brandit le journal intime de Rachel et lit un passage. C'est drôle de contrôler les hommes avec le sexe. C'est comme leur pire peur. Un silence pesant s'abat dans la salle. Rachel répond agacée d'un simple oui, presque inaudible. Elle reconnaît l'avoir écrit, mais nie toute manipulation. Son avocat, Maître Cohn, tente de faire pencher la balance, mais les procureurs martèlent leur version. Elle aurait séduit, influencé, puis incité Yann Allen à tuer sa mère, avec plusieurs couteaux. Quelques jours avant le drame, Rachel envoie ce message à Yann. « J'ai 60 trazodone dans la main. » Selon Balest, elle menaçait de se suicider pour garder le contrôle sur Allen. Rachel raconte. Cette nuit-là, Yann devait attendre dehors dans son camion. Mais elle le retrouve, dans le couloir de la maison, juste devant sa porte de chambre. La panique monte. Sa mère, Barbara, surgit. Une dispute éclate. Allen suit Barbara dans sa chambre. Et puis, le silence est brisé par des cris. Rachel court, elle entre dans la chambre, elle le voit. Yann, poignard à la main, s'acharne sur sa mère. Elle tente de l'arrêter, il la repousse. J'étais paralysée, c'était irréel. Et pourtant, elle l'aide. Elle nettoie le sang, emballe les affaires de sa mère, puis, ensemble, ils transportent le corps dans un carton jusqu'à la baie de Newport. Et Rachel regarde même Allen jeter le corps à l'eau. La procureure posera cette question à Rachel. Et ce message envoyé à Allen juste après les meurtres ? De toutes les personnes à contacter, pourquoi le tueur de votre mère ? Pourquoi pas la police, votre père ou vos amis ? Rachel admet, elle n'a jamais essayé d'obtenir de l'aide. Elle dit ne pas se souvenir des couteaux utilisés, n'a pas vérifié si sa mère était encore en vie, n'a pas essayé d'arracher l'arme ou de frapper Allen, mais elle l'a aidé à tout nettoyer et à faire disparaître le corps. Elle prétend qu'Yann l'a ensuite kidnappé, direction la Floride. Pourtant, il s'arrête dans 2 motels, une station-service. Elle a plusieurs occasions de fuir, mais elle ne fait rien. Peu avant le drame, elle écrit dans son journal. « J'ai l'impression de devoir choisir entre ma famille et mon amour. Est-ce que je prends la bonne décision ?» Sonia Balest lui pose la question. « Assumez-vous la responsabilité du meurtre de votre mère ?» « Le meurtre de ma mère ? Non. » La procureure s'adresse au père de l'accusé et lui demande ce qu'il ressent face à la mort de son ex-femme. Il répond « Je me sens très mal. C'était une femme difficile à aimer. J'étais soulagée d'être divorcée, mais malgré tous ces conflits, jamais je n'aurais voulu qu'il lui arrive quelque chose. Je suis profondément désolée qu'elle soit morte. » À la question de l'avocat « Était-ce une bonne mère ?» il répond sans hésiter « Oui, certainement. » En octobre 2008, Rachel, désormais âgée de 19 ans, se tient devant le juge David Thompson. Elle pleure, sa voix tremble. « Ma mère était toute ma vie. Dire que je l'ai poignardée, c'est insupportable, car ce n'est pas vrai. Chaque jour sans elle est une lutte. Je ne lui ai pas fait ça. » Quelques instants plus tard, le juge prononce la peine. 25 ans de prison pour le meurtre de sa mère. Avant cela, la requête de la défense pour un nouveau procès avait été rejetée. Dans la salle, Rachel s'effondre. Son père Bruce prend alors la parole. « Elle n'a pas fait ça, je l'aime et je la soutiendrai jusqu'à mon dernier souffle. » La procureure Balest, elle, est catégorique. C'est une manipulatrice, un danger pour la société. Elle ne devrait jamais retrouver la liberté. Le 14 octobre 2022, après 14 ans derrière les barreaux, Rachel est libérée. Elle vit désormais en Caroline du Sud, chez son père. 14 ans au lieu de 25 ans, elle s'en est plutôt pas mal sortie. En 2008, en septembre 2008 exactement, c'est au tour de Yann de comparaître devant la justice. Un jour après le crime, son père lui envoie un message alarmant.
Yann, la police est à ta recherche, s'il te plaît, appelle-moi. Il ne répondra jamais. Selon les enquêteurs, Yann jette alors son téléphone et prend la fuite en Louisiane, effaçant derrière lui les 73 messages dont la majorité venaient de Rachel. Selon la procureure Ballest, qui avait déjà obtenu la condamnation de Rachel, Yann et la jeune femme ont prémédité le meurtre de Barbara, qu'ils voyaient comme un obstacle à leur relation. Des témoins défilent à la barre. L'un d'eux, Ryan Wofford, raconte avoir ramené Yann et Rachel chez eux tôt le matin du 13 septembre, juste après que les enquêteurs pensent que le corps de Barbara ait été jeté dans la baie de Newport. D'autres témoins, comme le couple Travato, les patrons de Yann, affirment les avoir vus jeter des sacs remplis d'affaires de la victime dans une benne empruntée par Yann à ces derniers. Rachel se trouvait avec lui à ce moment-là. Puis viennent les preuves. Les jurés découvrent les photos du cadavre de Barbara, enveloppé dans des draps ensanglantés, mutilé à coups de couteau, et un couteau à beurre profondément enfoncé dans son œil droit. Yann reste impassible. Sa mère, en pleurs, le décrit comme un enfant pacifique, mais les preuves, elles, parlent d'un tout autre Yann. Son avocate, Julie Swain, tente de faire porter toute la responsabilité à Rachel, affirmant qu'Yann n'a fait qu'aider celle qu'il aimait à couvrir son crime. Mais le jury n'est pas convaincu du tout. Après 2 jours de délibération, il le déclare coupable. Les témoignages d'une conversation sur la plage qu'Yann avait eue avec 2 amis quelques jours avant le meurtre est incriminant. Les amis ont témoigné qu'Yann leur avait offert de l'argent s'il lui donnait un alibi après le meurtre planifié, ajoutant qu'il n'aimait pas la mère de sa petite amie et qu'il voulait que sa mort soit lente et douloureuse. Il y a aussi les messages échangés avec Rachel sur les faits et gestes de la victime. Tout indique une conspiration. Même si l'ADN d'Yann ne se trouve pas sur les couteaux, la violence du crime et la coordination du couple sont irréfutables. Comme Rachel, Yann Allen est condamné à 25 ans de prison. Je pense qu'Yann est encore en prison en 2025. J'ai trouvé aucune information sur une sortie éventuelle, contrairement à Rachel qui, comme je le disais tout à l'heure, est sortie en 2022. Le meurtre de Barbara reste l'un des crimes familiaux les plus déchirants du comté d'Orange. Une mère aimante trahie et tuée par sa propre fille. Un jeune homme consumé par la passion, prêt à tout pour sauver une relation interdite. 2 vies brisées, une femme disparue. Barbara est morte en faisant ce que font les gens chaque jour, protéger leur enfant, rappelle la procureure Ballest. Elle a dit non, et ce non, lui a coûté la vie. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire vous a marqué, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un like. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau récit glaçant.